Finale de play-off, acte 2 du côté de la Bussard Arena entre Zug et le CP Berne. On aurait pu assister au break de Zug, on a assisté à l'égalisation finalement bernoise et on va en parler dans cette émission Backcheck avec nos invités, avec Gilles Montandroit, avec Serge Pelletier. Gilles, quelle est pour toi l'image de cette soirée? Eh bien, Berne, comme à son habitude, gagne en prolongation. Serge? Zug, beaucoup moins opportuniste ce soir. Puis moi, j'ai l'impression que Berne a patiné beaucoup plus souvent en patinage avant qu'en patinage arrière ce soir. Ça nous change, ça nous fait plaisir. Ils ont gagné. Et bien sûr, cette victoire symbolisée par ce but en prolongation signé Grégory Chiaroni. Oh oui, on va revenir sur cette joie du CP Berne qui égalise donc dans cette série finale face à Zug. Rappelez-vous le pronostic de la rédaction, une série en 7. Zug victorieux à la fin, en tout cas. Le Berne a récupéré l'avantage de la glace. On va revenir sur cette rencontre, messieurs, mais avant cela, il y avait des retours dans les rangs bernois et surtout le retour d'un certain Gaëtan Haas. En effet, c'était un petit peu la question, c'était un peu en attendant le Godot du côté du club de la capitale. On ne sait pas s'il allait revenir. On l'avait vu dans les tribunes lors de l'acte 1 et finalement, il était présent sur la glace ce soir comme Thomas Ruffenhardt aussi. Absence d'Almquist en défense et puis absence de Souris du côté de Zug. Mais Serge, en parlant de cette équipe bernoise, avec le retour de Gaëtan Haas, joueur de centre, très important, hein, on sait, joueur qui joue vraiment dans les deux sens de la patinoire, qui peut marquer des buts, qui peut bloquer les tirs, etc. Et Ruffenhardt, on a l'impression qu'il y avait un équilibre nouveau, finalement, dans cette équipe. Oui, tout à fait. Je veux dire, ce soir, le retour de ces deux joueurs-là, qui sont déjà deux joueurs importants. Almquist suspendu, introduction de Boychuk devant. Donc, ça fait trois attaquants de qualité. Je pense que l'entraîneur de Berne était un peu plus léger derrière le banc ce soir. Gilles Montandon, l'absence d'Almquist nous disait waouh, ça a peut-être déstabilisé la défense bernoise. C'est peut-être un mal pour un bien, finalement, du côté bernois. Manifestement, oui. Hein, mais il y a surtout, j'ai l'impression, Gunther Sander a fait vraiment son meilleur match depuis longtemps. Il était vraiment dans tous les bons coups. C'est quelqu'un, il a un patinage assez facile. Il porte bien le puck, il est droitier. Alors, de temps en temps, je l'avais encensé entre la pause, juste avant la prolongation, puis il nous fait une passe dramatique là, en entrée de prolongation. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est anecdotique. Mais c'est vrai que Gunther Sander, ce soir, a vraiment fait un gros match. Et on n'a pas franchement vu la non-présence de ce Almquist. Hunter Sander, 27-22. Blum, 26 minutes 20, messieurs. Ça vous donne une idée de l'importance qu'ils ont eue, évidemment, notamment au niveau du temps de glace. Replongeons-nous dans ces 20 premières minutes de jeu. Il n'y aura pas de but, messieurs, mais une grosse charge. Une charge notamment sur Gracie de certains Lamère. On va la voir. Bim, Stéphane, ton avis là-dessus? Bien, on aurait peut-être dû donner 2 minutes. En tout cas, bon, il s'est fait mal à un poignet ou à un bras. Il n'y a rien de répréhensible au niveau du contact parce que c'est au niveau du corps. Il n'a pas chopé contre la tête. Mais c'est quand même un geste très dangereux, très limite. Il s'en sort bien, Lamère. Les deux sont bons. Gracie est blessé, il s'en sort moins bien. Mais Lamère, là, il va franco. Il sait que le joueur est vulnérable. Il y va de bon cœur. Le gars, il tire. Donc, au moment où il tire, il est vulnérable. Il n'est pas prêt à recevoir un check. Et Lamère, il va de façon un peu très limite. Moi, je pense que, les gars, vous avez dit 2 minutes. Moi, je peux vivre avec le fait qu'il n'y a pas de pénalité parce que je ne vois pas la raison pour laquelle on peut donner une pénalité. Mais s'ils avaient donné 2... Mais Tristan Chervet sera pénalisé plus tard dans le match. Sur Marchini. Pas de façon très sévère, d'ailleurs. En faisant rien, quoi. C'est paradoxal, ça. Voilà, ça. Mais là, je veux dire, au moment où il se fait charger, le gardien a déjà tapé le puck sur son biscuit. Donc, une charge tardive, je pense que ça aurait été le minimum, là, quand même. S'il lève le bras et il donne 2, ça va aussi. Hein, je veux dire, dans l'idée, elle est méchante. Elle est vicieuse. Elle est vicieuse. Il s'en sort bien parce que, imaginez que le gars, il fait son shoot, perd l'équilibre vers l'avant. Lamère, il peut... Dès qu'il décide d'y aller, il prend des risques. Hein. Il décide d'y donner un bon coup.
Et il était chanceux. Oui, parce que qu'est-ce qui est dérangeant sur cette séquence, c'est que Grassi ne voit jamais arriver Lamer dans son angle. Lamer arrive avec un angle vraiment difficile. Il vient mettre en échec Grassi. Donc, Grassi n'a aucune chance, justement, de se protéger sur l'action. En première période, messieurs, c'est quoi? C'est un petit peu un geste revanchard. On sait que Lamer joue d'habitude avec Reto Souris, ils sont très proches. Stéphane, ça sent quoi? Un petit peu la revanche, peut-être? C'est de la spéculation. Hein. Ouais, je sais pas. Lamer, c'est pas ce genre de joueur très dangereux, etc. Mais là, il a joué avec la ligne, hein, parce que, bon, malheureusement, Grassi a été blessé, puis il n'est pas revenu. On parle d'un bras ou d'un épaule. En tout cas, il s'appelle le bras comme ça. Donc, c'est une perte aussi pour Berne. C'est pas une perte super importante. Même s'il joue les bons playoffs, on peut se passer de Grassi, mais toujours dommage de voir un joueur se blesser alors que Lamer aurait pu, je pense, choisir une autre option que de donner cette mise en échec-là. On arrive en deuxième période, messieurs. On va assister à un scénario complètement différent des 20 premières minutes de jeu. Il n'y avait quasiment pas d'erreur. Là, tout va s'accélérer. Je ne sais pas si c'est parce qu'on change de côté, mais quoi qu'il en soit, les buts vont tomber comme des frimures. Gaëtan Haas, avec un Gilles Montandon. On l'a vu, puis on en a parlé aussi sur ce plateau en disant... Gaëtan Haas, il fait le mouvement de buteur, là, quand même. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il prend ce puck, puis on voit la détermination dans le shoot. Après, il s'est dit, OK, je vais donner un coup de main derrière le goal, comme la tendance des joueurs suisses, c'est toujours aller jouer au Saint-Bernard. C'est quand il y a le puck derrière le goal, c'est d'aller aider, Et lui, il a eu au moins cette présence d'esprit de freiner, de faire un pas en arrière pour se rendre disponible pour recevoir la passe et qui marque un super goal. Et vous imaginez, vous faites votre tour, hein, et c'est vous qui marquez justement le premier goal pour votre équipe, qui va lancer, ça lance finalement le match aussi pour le CP Berne, de se dire ok, d'accord. Il n'avait pas beaucoup d'angle, hein? Non. Je pense qu'il était dans un angle très faible. Mais il ne tire pas sur Stéphane et le puck rentre. Oui, c'est ce que je me demande. On ne voit pas bien, mais en tout cas, l'angle n'était pas... Mais Stéphane était sur le derrière, ne peut pas faire son... Il a bien senti le truc. Hein? Il a vu que Stéphane n'était pas apte à faire son déplacement. Messieurs, du côté de Zug, on le sait, les Zougois possèdent tout simplement un excellent power play. Ils vont le prouver encore une fois ce soir, puisque les deux réussites zougoises vont tomber sur le pipi avec Garrett Rowe. Et Serge Pelletier, j'ai envie de dire, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Soit ça vient à gauche avec Marchini, soit ça vient à droite avec Garrett Rowe. Et ça marche encore. Pourquoi? Ça marche tout simplement parce que le jeu de Zug est justement de décaler le box-play de Berne d'un côté ou de l'autre pour libérer ou Garrett Rowe d'un côté ou Marchini de l'autre. Et puis maintenant, c'était au tour de Garrett Rowe d'être libéré et puis de pouvoir décocher son tir. Par contre, il y a un excellent travail devant le filet de la part du joueur de Zug, Everberg, qui va masquer la vision de Giannoni. Moi, je dis que ça marche parce qu'il y a aussi deux joueurs de talent. Parce que vous mettez deux manches à balai de chaque côté, là. Je vous garantis que même s'il vous laisse un corridor, il faut prendre des bonnes décisions. Non, mais faut faire bouger la défensive, il faut prendre la bonne décision. Soit tu donnes, soit tu... C'est toute une question de timing. Puis aussi avec les épaules, la tête, faire des feintes de shooter ou de passer. Ça prend du talent, là. Le talent rend l'action beaucoup plus intéressante. C'est plus facile pour un coach. C'est moins long à expliquer. C'est moins long à expliquer. Puis, nom de Dieu, qu'on a de l'air intelligent derrière le banc. C'est ce que j'allais dire, ça rend les coachs meilleurs. Ils n'ont rien fait, mais ça les rend meilleurs. Mike Keenan disait, entre célèbre entraîneur de NHL, notamment avec Philadelphie, où il a gagné la Coupe Stanley, il me semble, il a gagné aussi la Coupe Gagarine en KHL, Mike Keenan, il disait, moi, le powerplay, je n'entraîne jamais ça. Donnez-moi 5 joueurs de talent, je vais avoir le meilleur powerplay de la Ligue. Fini, terminé. Mais on prouve. Ouais, c'est ça. Si t'as des bons joueurs, tu vas marquer des buts. Bien sûr, si t'as des manches à balai en même temps, t'as pas une équipe de hockey, t'as une équipe de nettoyage. De curling. Ou de curling. Mourchak, à la mi-match, va redonner l'avantage à Berne. 31e minute de jeu. On va voir ce but qui porte aussi la patte des bêtes au niveau de la passe, hein, véritablement, Gilles Montandon. C'était le bloc le plus intéressant ce soir du côté du CP Berne. Oui, effectivement, un bloc omniprésent. Et là, c'est vrai qu'Ebet fait vraiment une super passe. Elle est un poil chanceuse. Le défenseur, il met un genou à terre pour essayer de contrer la passe. Mais là, il faut s'y relever. C'est le coup de patin, le coup de rein de Mourzak là, qui laisse son back-checker quasi sur place. Alors l'autre qui essaye un petit peu de le retenir comme ça. Comme à l'époque. Comme à l'époque. À l'époque, ils vont être tirés comme ça. Il tirait, tu gagnais un mètre direct. C'est vrai que là, il a un coup de patin. Là, il se représente. C'est vrai qu'il touchait le peu comme ça, le dévier. Là, il est sur son revers. C'est joliment fait. Il a joué un bon match, Mourzak, ce soir. Solide sur les pucks et... Depuis qu'Ebet est à l'aile, et puis qu'on a mis Mourzak au centre avec lui, Bébête, c'est beaucoup plus confortable. On le voit un peu plus. Il y a moins de tâches défensives. Moi, je comprends pas qu'on a re-signé Ebet pour 2 ans. C'est un bon joueur de hockey, talentueux, joueur de powerplay. Mais pour 2 ans, je trouve déjà qu'il a l'air de tirer un peu sa charrette. Ça va être long.
Ouais, mais avec Boychuk, là, pour compléter le trio, là, c'est quand même du lourd. C'est vraiment un des blocs très intéressants qui pourrait peut-être faire même la différence. 3 étrangers, ça va bien. Bah ouais. C'est mal? Bah, c'est pas si mal, ouais. Ils ont fait ça à Zug pour le premier bloc, avec Klingberg, Rowe et puis Everberg. Et puis on le voit voilà, du côté du CP Berne. On a fait à peu près la même chose. À noter, messieurs, quand même, que Berne a toujours fait la course en tête dans ce match. Ouais, non seulement ils ont produit au niveau du jeu, mais au niveau des buts aussi. C'est Zug qui a dû faire un hockey de rattrapage, finalement, pendant toute cette... Moi, je propose quelque chose. Est-ce que finalement, Amquist n'a pas rendu service au CP Berne? Ce qu'on nous disait tout à l'heure, en effet, c'est la question qu'on pourrait se poser. Hein? Ah oui? Peut-être pas au niveau du piqué, je ne sais pas. Regardez, une nouvelle fois, c'est Everberg cette fois-ci qui va pouvoir égaliser pour Zug. On est en fin de powerplay. Et j'ai envie de dire, Leonardo Giannoni, il a fait un bon match, Serge, mais là, sur ce coup-là, on lui donne presque un assist, non? Oui, erreur dans la relance de Giannoni, sans aucun doute sur cette action. Et puis, bon travail aussi de Simeon le long de la rampe, justement, pour intercepter cette relance de Giannoni. Et puis, joli tir de Everberg sur cette séquence. Gilles Montandon, ça aide d'avoir un gaillard comme Everberg. Vous pouvez le mettre devant le goal, puis finalement, même quand c'est lui qui a le puck, il peut encore marquer ce genre de but. Mais par contre, il les met toujours un peu là. Hein. On ne le voit pas franchement dans les sorties de zone ou bien amener le puck dans la zone. De toute façon, il est assez grand, il arrive à protéger son puck. Mais où il est hyper efficace, c'est autour du goal et surtout devant. C'est pas quelqu'un, je pense que lui, pour gagner sa vie, il sait qu'il doit rester... quasi devant le goal. Il fait des écrans sur les gardiens, il dévie des pucks, il met des rebonds, mais c'est hyper précieux. Puis c'est un grand bonhomme, il est lourd, difficile à déplacer. Il joue avec ce qu'il a, mais il le fait bien. Il y avait du réalisme en deuxième période dans ce match. En troisième période, il y aura des occasions. Il y a pas mal, presque des breakaways pour Zug, avec toujours des tirs bien challengés par Giannoni. Mais la plus grosse occasion, rappelez-vous, messieurs, c'est quand même Berne qui l'a Sarcobello, qui va toucher le poteau. Et on s'est dit à ce moment-là, waouh, ça fait quand même beaucoup de poteaux, Stéphane, dans cette série pour Berne. Déjà le troisième. Exactement, oui. Donc, les poteaux, c'est les meilleurs amis de Tobias Stéphane dans cette série-là. Regardez, il va effleurer la rondelle. Son maillot, son gros plastron va effleurer la rondelle, faire dévier sur le poteau. Et c'est vrai que Tobias Stéphane s'en est assez bien sorti à plusieurs occasions lors du premier match, même s'il était peu occupé. Et puis là, sur cette séquence-là, encore pas très occupé ce soir, mais 3-23 tirs seulement. Et là, il a joué de chance un petit peu, mais... C'est un tir au but parce qu'il l'a touché, mais quand ça touche le cadre, c'est pas un tir au but. Mais là, c'est un tir au but, ça a été effleuré. On sera en prolongation, presque logique finalement, au vu du scénario, on va dire, de la partie. 0-0 après 20 minutes, 2-2 après 40 minutes de jeu. Si aucune des deux équipes, en général, arrive à marquer ce fameux goal en troisième période, voilà, ça donne ça, des prolongations. Prolongation, alors dominée vraiment par le CP Berne, qui va marquer un premier but très rapidement, et on va le voir, alors, du patin de Tristan Chervet. Regardez, on joue depuis 2 minutes. Hunter Sander, hop, Tristan Chervet, la joie du côté du CP Berne. On va bien sûr aller voir la vidéo. Et là, messieurs, j'ai envie d'avoir votre avis. Serge, pour toi, on annule le but à juste titre? Pour moi, on annule le but à juste titre parce qu'il y a geste de la part de Tristan Chervet de rediriger le puck en direction du filet. Donc, sage et bonne décision des arbitres. Gilles Montandon, on est en temps final. Il y a 482 caméras autour de la glace. On vient de voir 2 angles différents. Vous avez vu sur le but, on a 2 angles différents. On a celui véritablement là, comme ça, derrière le but, où on voit Tristan Chervet, on a bien le geste. Ouais. Le dernier ralenti, il est un peu moins clair. C'est-à-dire, vous me voyez venir gros comme une maison, là. Non. On n'est pas en finale, il n'y a pas 240 caméras. Ouais, il y a juste ces dernières images, les arbitres, ils ont aussi... Oui, mais il n'est pas moins clair. C'est clair que Tristan, lui, c'est qu'il veut arrêter le puck. Il est gaucher, hein, il vient depuis derrière le goal, il veut arrêter le puck, l'amortir pour le finir avec la canne, mais comme il est un tout petit peu sur les talons, et puis le puck lui file devant, alors la faute à pas de chance, c'est que le puck passe la ligne, mais lui, ce qu'il essaye de faire, après, c'est de se mettre, parce qu'il est un petit peu sur l'arrière, sur les talons, justement, donc il essaye de s'arrêter, puis de se mettre en avant, puis malheureusement, c'était trop tard. Il y a des gens qui nous regardent, les fans de Lausanne, par exemple, qui nous regardent ce soir, puis ils disent, attendez, c'est quoi la différence entre ce but-là puis celui de Di Domenico? Et la question est judicieuse. Je pense que celui de Di Domenico aurait dû être refusé, je l'ai déjà dit. L'interprétation a changé. J'ai longuement parlé avec Reiber, il ne m'a pas fait changer d'idée. Mais, même s'il a tenté de m'expliquer que l'intention, que ci, que ça, je ne veux pas aller dans l'intention, c'est la meilleure façon de se tromper quand tu arbitres.
Mais il y a une différence. Celle-là, il y a encore plus de raisons d'annuler celui-là encore que celui de Il y a un Domenico. tips pour toi. Oui. Di Domenico, il est en train de tourner, puis le puck arrive sur son patin, il le redirige. Mais il n'y a pas d'écart. Là, il se tourne comme ça, Gervais, et son patin d'en avant fait un écart pour aller chercher la rondelle. Il y a vraiment un mouvement pour aller contre le puck. Il voit le puck arriver, contrairement à Di Domenico probablement, parce que Di Domenico est masqué. Il fait un écart avec son pied d'en avant pour aller le chercher, pour le ramener, et il va dans le but. Alors, pour moi, il y a encore une raison encore plus grande de le refuser. Je pense que c'est une excellente décision. Giannoni était d'accord avec moi parce qu'on a vu un ralenti où Giannoni n'a même pas bougé de sa cage. Parce que quand il y a un but en prolongation, il y a un vrai but, le gardien traverse la glace pour aller voir ses coéquipiers. Lui était dans sa cage, puis il dit « Oh non, on va te refuser celui-là. » Mais là, Il a l'œil, hein, Giannoni, quand même. Hein. Parce que... Ouais, mais là, je reviens sur... Même à 60 mètres de distance. Même à 60 mètres. Ouais. Non, mais il n'a pas bougé de sa cage. Hein? Non, mais ce que je veux dire, effectivement, c'est que Tristan, il essaye pas de marquer du patin. Non, il mais- essaye d'arrêter le puck. Ouais. Et c'est la faute à pas de chance que le puck traverse la ligne. Alors, moi, je vais revenir sur un autre but, le but de Vermine, les gens de Lausanne. Le but de Vermine, que j'ai dit qu'il aurait dû être refusé. Vermine, il fait quoi? Le puck arrive dans ses patins, il bouge son patin pour le ramener sur sa canne, comme Gervais. Fini au fond. On l'a accordé. Là, il n'y avait pas de constance pour moi. Mais je pense que celle-là est plus évidente que les deux autres, même si je demeure convaincu que les deux autres auraient dû être refusés. Moi, je pense qu'avec 482 caméras sur la série entre Lausanne et Langnau, Peut-être que ça aurait été différent. qu'on aurait agi différemment. Mais bonne décision. Mais quoi qu'il en soit, et en plus l'histoire ne va pas véritablement changer, puisque ensuite Berne va marquer le but décisif, toujours en prolongation. Et on va retrouver Grégory Chiaroni avec ce gros travail de Haim et un Tobias Stéphane. Serge Pelletier qui nous tente un arrêt de gardien de but en football. Là. Ouais, au lieu C'est de Handanovic du côté de l'Inter. Effectivement, au lieu de se déplacer justement en papillon de l'autre côté, justement pour rester fin droit face au tireur, suite à la passe, il va un peu de façon hasardeuse comme un gardien de foot justement pour essayer, puis le puck lui passe sous le bras et puis c'est le but gagnant de Berne. Heureusement pour Berne, après le but refusé à Chervais. Stéphane, on va analyser justement ouais. cette dernière réussite parce qu'il me semble quand même qu'un Grégory Chiaroni est un peu esselé. Oui, à mon avis aussi, mais il y a un très bon travail de Chervais sur la séquence. Regardez bien, là, on se dirige le long de la bande. Pour l'instant, pour Zouk, tout est sous contrôle. On fait exactement ce qu'on veut, la fameuse trappe, là. On est en train de fermer comme ça. Tout va bien. Et Simeone en haut, il est en train de fermer, mais il est un peu nonchalant. Regardez bien. On réussit à s'en sortir. Et là, il y a un bon travail. On réussit à pousser le puck le long de la bande, ici, du côté de Berne, vers un certain Schlumpf, à mon avis. C'est Schlumpf qui est là. Regardez. Et là, j'aime beaucoup la mise en échec l'importance de la mise en échec de Chervais, qui n'a pas du tout la canne sur la glace. Il joue pas le puck, mais en tout cas, bref, regardez. Il sort Schlumpf du jeu, complète son check. Et là, Schlumpf est trop loin, ce qui permet, le fait que Schlumpf ait été mis en échec, ça permet à Haim de sauter ici dans la brèche, comme on dit. Et regardez bien le travail de Simeone. Là, Simeone, là, il dort au gaz. Là, il ne lit pas le jeu du tout, parce que là, il y a un 2 contre 1 qui s'en vient. Il sait que son défenseur est trop loin. Le défenseur, là, il s'est coincé. Et là, Simeone, il doit donner un signe à son défenseur. Soit je m'en viens sur celui-là, soit je m'en vais de l'autre côté. Mais je reste pas au milieu. Regardez ce qu'il va faire, votre ami. Reste au milieu! Tu fais quoi? Là, le défenseur, il se dit, attends, là, moi, j'en ai 2. Simeone, il se laisse glisser. Puis là, il vient de réaliser. Là, c'est trop tard. Là, il vient de réaliser qu'il y a un 2 contre 1. Il va aller sur Chiaroni. Il va arriver un petit peu trop tard. Regardez, il se laisse glisser. Regardez, il se laisse glisser, il se laisse glisser, il se laisse glisser. Trop tard. Trop tard, trop tard, trop tard. Très mauvaise lecture de jeu. On n'a pas... Quand tu as un joueur back-check face à son défenseur, une situation comme ça, il doit dire, soit j'y vais, tu dois donner un signe. Qui prend qui? Là, il n'a pas donné de signal. Effectivement, oui. Le principe est très clair sur le repli défensif. Dario Simeone, sur cette action-là, aussitôt qu'il touche la ligne bleue avec ses patins, si sa canne est en contact avec le porteur du puck, il doit continuer avec lui. S'il n'a pas pris personne, si sa canne n'est pas en contact avec le porteur du puck, il doit tout de suite aller prendre le non-porteur, qui était Chiaroni dans cette action-là, qui a marqué le but gagnant. Oui, Gilles. Moi, il faut savoir que quand tu es joueur, tu n'élabores jamais le scénario catastrophe. Tu élabores toujours le scénario de la récupération de puck pour te tirer en attaque. Hein. Ça, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y avait un fameux coach qui s'appelle Scotty Bowman, demandait toujours à ses joueurs, avant de penser offensif, pense défensif. Ouais. Alors, sur cette action, Simeone, justement, a anticipé que le puck était pour être récupéré pour repartir à l'attaque.
c'est toujours plus appétissant, je veux dire, aller attaquer avec le puck. Et puis, bien entendu, on a laissé le côté défensif de côté, puis c'est malheureux pour Zug. Mais chapeau à Andréheim, quand même. Andréheim a fait un excellent jeu. Là, on parle d'erreur de Simeone, de Zrid, de mauvaise communication. Là. Mais là, bon check de Chervet. Bonne entrée de zone de Haim, très bien joué. La passe est bien remise pour le droitier. Elle n'est pas dans les patins, elle n'est pas trop devant, elle n'est pas trop proche des patins, elle est bien remise. L'exécution était parfaite. Messieurs, les réactions à l'issue de cette victoire, notamment du côté du CP Berne qui égalise donc dans la série. On va écouter tout de suite la réaction de Gaëtan Haas. Gaëtan Haas, c'est un peu le conte de fées. Vous revenez, vous marquez, vous gagnez en prolongation. Ouais, c'est cool. Je ne pouvais pas rêver mieux. Le plus important, c'est qu'on est venu rechercher ce point ici parce que c'est clair qu'on a de nouveau mal débuté à la maison et voilà, c'est important de recoller au score direct. L'équipe réagit, elle sait bien réagir, elle l'a encore prouvé ce soir. Ouais, voilà, je crois qu'il n'y a pas plus à dire. On l'a montré et maintenant, il va falloir être plus solide à la maison aussi. Le CP Berne qui sait gagner, maintenant vous l'avez prouvé, il faudra, si j'ose dire, continuer à jouer un petit peu de la même manière. Ouais, je crois qu'on doit se battre. On doit se battre, c'est notre force, c'est qu'on se bat n'importe où. Et là, on l'a montré ce soir et voilà, à la fin, on a gagné le match, c'est le plus important. Peut-être prendre un peu moins de pénalités. Ouais, c'est ça, il faut qu'on évite ces pénalités parce que autant il y en a qui sont bêtes, autant il y en a, elles sont... peut-être qu'on ne devait pas les donner. Merci bien, bonne suite. Voilà pour cette réaction, messieurs, de Gaëtan Haas. On va écouter maintenant une réaction du côté de Zug et on va écouter, tiens, un certain Josh Holden. Écoutons-le justement. Josh, if you compare with the first game, was Zug worse or Bern better? I think this is playoff hockey. You have the best two teams from the regular season, the 50 games playing against each other, and Bern has a great history of playing strong, being smart in important games. So, we can look at each situation, different periods, different shifts, but they found a way to win tonight. So we just have to regroup and start over and continue this battle. The overtime was not good for your team. What do you think about that? Yeah, we got a little bit lucky there with the goal called back. Bern came out fast and strong, and something we like to give the guys is always to keep going, always be ready, go, go, go. And it seemed like we held back a little bit, but you live and learn. You know, that's as a team we know when we are going and everyone's together. We have much better opportunity to eliminate chances like that. So it's unfortunate, but this is the finals. We're excited to be here, and we'll find a way to regroup and ready for Tuesday. Thank you very much. Hey, il y avait des choses à dire, Josh Holden, après cette rencontre, Stéphane. Il ne disait pas grand-chose, un petit peu. Hein? C'était un peu vide de sens, les gars. Bon, il dit, c'est du... Il dit, est-ce que c'est Berne qui a été meilleur ou vous moins bon? Il dit, c'est du hockey. Il n'a pas répondu, finalement, à la question. Il a dit que c'est des playoffs, les deux meilleures équipes de la saison qui se rencontrent. Ça, c'est très bateau. Et il dit, Berne a une grande histoire de l'équipe qui gagne. Ils sont toujours bons et ils ont toujours le moyen de gagner des matchs importants. Puis ce soir, ils ont effectivement trouvé une façon de gagner. Il dit, là, maintenant, il faut commencer à se regrouper. Et la deuxième partie, il dit, il ne faut pas lâcher. Même, ils ont un but refusé. Il fallait que les gars continuent. On a été peut-être un petit peu trop passifs, finalement. Il faut apprendre. On doit éliminer des bonnes chances de marquer comme ça en prolongation, c'est sûr, mais on va être prêt pour le prochain match. Est-ce que j'ai loupé quelque chose, Serge? Non, c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit, par contre, il a répété une parole, justement, que Yalonen a utilisée avant le début de l'acte numéro 2. C'est qu'il va falloir apprendre rapidement pour le prochain match. Donc, Yalonen avait mentionné ces paroles-là avant le match de ce soir. Et puis lui, maintenant, Josh Holden vient de les mentionner justement en préparation pour le match numéro 3. Il n'avait pas l'air d'un gars malheureux au début de l'entrevue. Pas du tout, mais il y a un partout. Il n'avait pas la gueule d'enterrement. Hein? Non, un partout, de toute façon, bière, je pense. dans la série. Mais on parlait justement des retours de Gaëtan Haas et de Ruffenard d'un côté, et l'absence de Reto Souris, Gilles Montandon, du côté de Zug. Et on a l'impression que autant ça a équilibré les lignes du côté de Berne, autant du côté de Zug, les Lameur, les Santeller, là, ça n'a pas vu. Ça change.
Ouais, alors effectivement, si vous enlevez un gars comme Souris d'une ligne d'attaque et vous en rajoutez un de la qualité de Haas, ça peut au niveau de l'équilibre, ça peut quand même donner une meilleure balance d'un côté. Et on connaît Haas, il a un coup de patin extraordinaire, c'est quelqu'un qui aime bien porter le puck, je veux dire, il défend aussi quand il y a besoin de défendre. Et voilà, puis c'est vrai que de l'autre côté, un Souris qui met aussi en valeur d'une part par son abnégation, il amène ses pucks, il shoot beaucoup au goal, il donne des rebonds, voilà, il fait vivre un petit peu le puck et c'est toujours favorable quand vous jouez avec un gars comme Souris. Puis effectivement, c'est que Souris pas là, Haas qui revient, ça peut avoir son importance. Parce que là, c'est Simeone qui a été upgradé avec Flynn à la place de Souris, si j'ai bien compris. Là. Ouais, Simeone, ce soir, monsieur, est-ce qu'on ne l'a pas pointé du doigt 2 fois comme étant un peu responsable de buts importants? Disons que sans le puck ce soir, il y a eu la difficulté. On parlait de Gaëtan Haas, messieurs, puisqu'on va arriver aux 3 étoiles de la soirée. 3e étoile pour le retour du joueur bernois, en effet, hauteur du 1-0. C'est lui, tout simplement, qui a sonné la charge, entre guillemets, offensive. Hein. C'était très important de marquer une nouvelle fois peut-être ce premier but pour ce CP Berne. À noter qu'il a joué en infériorité numérique, mais plutôt sur la 2e, voire 3e partie de la rencontre. Normal, Gilles? Ouais, ça s'appelle du coaching. Hein. C'est un gars qui revient dans l'alignement. Il n'a peut-être pas voulu le griller tout de suite parce que voilà, il faut laisser prendre ses marques, reprendre confiance un peu. Mais je crois qu'il a vite été dans le coup là, parce que c'est vrai quand c'est vous qui marquez, vous revenez, vous marquez le premier goal, il veut dire voilà, ça donne un signal assez fort pour son équipe et lui il prend aussi confiance. Et après, il va être aligné beaucoup plus souvent par la suite. Il a joué 10 minutes ce soir. 10 minutes 14. Mais c'est bien coaché. Il n'a pas joué du tout à 4 contre 5. Parce qu'à 4 contre 5, c'était une fin de punition alors parce qu'on avait tu bloques des shoots à 4 contre 5, puis lui s'est blessé en bloquant un shoot comme ça, donc il ne veut pas recevoir probablement un shoot au même endroit. Ce qui semblerait assez logique en effet. Je pense. 2e étoile, il a été brillant, il a marqué 2 points. Le seul joueur à marquer 2 points ce soir du côté de Zug, Garrett Rowe. Garrett Rowe, Serge, c'est le joueur, c'est peut-être le joueur le plus important finalement de Zug. Oui, effectivement. Je pense que lui, avec Marchini, sont les bougies d'allumage du côté de Zug. Et puis ce soir, il a été constamment dangereux tout au long de la soirée. Sûrement l'homme le plus dangereux du côté de Zug ce soir. Ce moyen, un problème, c'est que dans les rangs bernois, il y avait un joueur qui a noyé le moteur. Zugois, c'est Leonardo Giannoni, on parlait de bougies d'allumage. Voilà, il les a éteints finalement, Stéphane, surtout en 3e période, hein, au moment où justement il est allé challenger ses potes. Encore une fois, il a trouvé le moyen d'être bon au bon moment. Il a fait des arrêts clés, des pucks en powerplay. Il y a eu une séquence en powerplay où ça tournait le puck du côté de Zug, etc. Le puck a frappé son épaule, il a chopé un rebond avec la jambière, etc. C'est des petits moments clés dans le match qui a permis de garder, il donne toujours une chance à son équipe de rester dans le match ou d'aller gagner ou de créer le revirement. Ça marque des grands gardiens et c'est le meilleur gardien de notre championnat, puis il l'a prouvé encore ce soir. 92% d'arrêt, messieurs. 25 tirs, 23 arrêts pour lui. Et voilà, il gagne son face-à-face ce soir face à Tobias Stéphane. On arrive à la fin de ce back-check. Le temps de remercier Gilles Montandon, de remercier Serge Pelletier. Stéphane, on se retrouvera... Prochaine fois? Oui, ce sera mardi. J'avais un doute, je cherchais quel jour on était la prochaine fois mardi. Voilà, tu te rappelles où on va mardi? On va mardi. Ici. Et puis on ira à Berne aussi. Oui, 19h40 avec toute l'équipe. Merci bien sûr à l'équipe technique cette fois-ci pour la réalisation de cette émission. Et puis très bonne fin de soirée à tous. Bye bye, à mardi. Ciao, ciao.